En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure, chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'historien spécialiste du Maghreb, Pierre Vermeuren. Il est notamment auteur d'une histoire contemporaine de l'Algérie. Nous recevons également l'essayiste Ferghane Aziari. Alors que l'écrivain Boualem Sansal est toujours l'otage du régime algérien et que la tension monte entre Paris et Alger sur fond de refus du pouvoir algérien de reprendre ses ressortissants sous OQTF, nous parlerons de la relation toujours complexe entre la France et l'Algérie. La guerre d'Algérie est-elle vraiment finie? Comment expliquer tant de haine? Est-ce le passé colonial qui ne passe pas? Faut-il démanteler les accords de 1968? Une réconciliation est-elle possible? Tout de suite, les réponses de Pierre Vermeuren et Ferghane Aziari en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Pierre Vermeuren, Ferghane Aziari, bonjour. Bonjour. Ravi de vous bonjour Pierre. Ravi de vous recevoir ce dimanche pour discuter pendant 1 heure de la relation franco-algérienne, relation profondément complexe. On a parfois le sentiment que la guerre d'Algérie n'est toujours pas terminée. On est en pleine guerre mémorielle avec l'Algérie. On va parler profondément du sujet, mais je voulais commencer avec vous, Ferghane Aziari, sur quelque chose d'assez anecdotique, mais tout de même, Jean-Michel Apathy s'est positionné sur cette question, expliquant que les Français avaient inspiré le nazisme par leur action en Algérie, disant qu'ils avaient fait de nombreux oradours sur glane. Vous lui avez répondu dans les colonnes du Figaro, d'ailleurs Pierre Vermeuren aussi. Vous expliquiez notamment que l'arrivée de la France avait été un moment d'émancipation pour les Juifs en Algérie. Oui, c'est toute la limite de cette comparaison hasardeuse entre nazisme et colonisation française. Alors évidemment, on ne va pas minorer la violence de la conquête française en elle-même, qui fut un épisode évidemment brutal, qui a été sans doute le terreau de crimes, de guerres, qui d'ailleurs était parfois dénoncé en métropole. Il faut se souvenir que les fameuses enfumades ont été dénoncées au Parlement français par une presse française et européenne. Toutefois, effectivement, à nazifier toutes les atrocités et tous les épisodes tragiques, on dilue la spécificité du nazisme, on dilue la spécificité de ce que fut la présence coloniale française, les idéologies en jeu, ses contradictions aussi, et puis surtout, on ne permet pas de rendre compte de l'impact de cette colonisation française sur certains segments de la population algérienne. Et pour ce qui est, par exemple, des Juifs, puisque le nazisme et le judaïsme sont quand même deux choses qui sont liées assez tragiquement, il faut se souvenir que les Juifs d'Algérie accueillent plutôt la France en libératrice, pour une raison très simple, c'est que les Juifs, depuis les conquêtes arabes, étaient astreints au statut de la dhimma, qui était un statut donc codifié par la jurisprudence islamique, qui assignait les infidèles un statut inférieur, avec des multiples discriminations économiques, sociales, fiscales, interdiction de posséder de la terre, de monter à cheval, d'avoir des armes, etc. Et l'arrivée de la France, de ce point de vue-là, effectivement, est une libération pour des Israélites qui avaient subi toutes sortes d'exactions avant l'arrivée de la France. Et pour la première fois depuis les conquêtes arabes, Juifs et musulmans sont sur un pied d'égalité avant que les premiers accèdent à la citoyenneté française quelques décennies plus tard avec le décret Crémieux. Et en 130 ans de présence française, la population juive va être multipliée par 8 environ. Et je ne suis pas certain donc que le Troisième Reich puisse se targuer d'un tel bilan à l'égard de la démographie juive. De manière assez iconoclaste aussi, vous rappelez que la France a aboli l'esclavage en Algérie. La situation des Noirs, pour être très concret, en Algérie n'était pas tout à fait. C'est-à-dire bonne. que l'esclavage est une institution qui a été universelle. Évidemment qu'aucune civilisation n'a le monopole de l'esclavage. La seule différence entre l'Orient, enfin l'une des rares différences entre des nombreuses différences entre l'Orient et l'Occident, c'est que là où l'abolition de l'esclavage en Occident a été le fruit
d'un processus endogène. L'abolition de l'esclavage en terre d'islam et donc en Algérie est largement le fruit des pressions impériales européennes. Alors il y a eu effectivement l'esclavage des Blancs et des chrétiens pendant toute la période de la Régence d'Alger, l'esclavage des chrétiens essuie quelques coups décisifs avec le bombardement d'Alger de la flotte néerlando-britannique en 1816. Et lorsque la France arrive en Algérie, on recense tout de suite des esclaves des esclaves noirs qui vont implorer la protection de la France, fuir les maîtres arabes. Alors la France va mettre quand même un peu de temps à décréter l'abolition de cette institution criminelle. Elle veut pas choquer. Parce que tout à fait, l'esclavage étant une institution enracinée dans la population musulmane, on a peur effectivement qu'une abolition précipitée suscite une révolte chez les indigènes. Donc on va attendre 1848 pour décréter l'abolition de l'esclavage, mais il faut comprendre que cette abolition a été un processus très difficile et pour preuve, on recense encore des propriétaires musulmans d'esclaves aux alentours d'Alger au début du XXe siècle et même dans certaines régions reculées du Sahara algérien après l'indépendance. Donc c'est vous dire à quel point effectivement le reflux de cette institution a été quelque chose de compliqué, d'autant que les idéaux abolitionnistes qui ont germé en Europe ont trouvé très peu d'écho dans le monde arabo-musulman. Il n'y a jamais eu dans le monde arabo-musulman l'équivalent d'un Condorcet, l'équivalent de la Société des Amis des Noirs, l'équivalent de l'Anti-Slavery Society britannique. Il n'y a jamais eu dans le monde musulman cette fameuse controverse de Valladolid, au cours de laquelle des théologiens vont protester contre l'esclavage de gens d'une confession différente. Donc oui, c'était malheureusement... il a fallu passer par des pressions impériales pour éradiquer cette institution, et pas seulement en Algérie, en réalité dans tout le monde musulman. Merci Fergan. On va donner la parole bien sûr à Pierre Vermeuren, grand historien, auteur d'une histoire de l'Algérie contemporaine, mais vous connaissez bien sûr toute l'histoire de l'Algérie. Cette comparaison avait-elle un sens? Alors on rappelle quand même que Jean-Michel Apathy parlait des enfumades, qu'il comparait justement au massacre d'Ouradour-sur-Glane à la fin de l'occupation des nazis en France. Est-ce que c'est comparable en termes de degré de violence, en termes de méthode? Le problème, si vous voulez, d'Apathy, c'est qu'il fait semblant de comparer une guerre qui a été celle menée par les nazis, qui est avant tout un projet idéologique d'extermination des populations à l'est de l'Europe pour installer le peuple arien. Et bien sûr, c'est pas ce qui s'est passé en France, mais en France, il y avait une occupation, comme en Europe occidentale, une occupation très dure, qui était relativement pacifique, sauf en cas de révolte, auquel cas était procédé à des tortures, à des massacres, à des enlèvements, à des exécutions sommaires. Donc cette guerre idéologique, cette occupation idéologique, elle servait le projet nazi que l'on connaît bien, qui n'a à peu près strictement rien à voir avec le projet colonial français dans sa période naissante, parce que au départ il s'agit de guerre. Alors bien sûr c'est une guerre, ce sont des guerres. La guerre de la conquête de l'Algérie, elle a duré suffisamment longtemps pour qu'on la connaisse très bien, qu'effectivement elle a donné lieu à des violences, elle a donné lieu à des massacres. Ce qui est important pour revenir à Ouradour, c'est que les enfumades, c'est effectivement une tâche dans l'histoire de France, mais ça visait pas des civils, il me semble. Non, tout à fait, mais je disais que... Je vous ai interrompu, le problème non, la conquête de l'Algérie, c'est une conquête militaire qui se rapproche beaucoup de la guerre que les Français avaient menée sous Napoléon en Espagne. C'est une guerre entre une armée organisée, une armée européenne, et des partisans en quelque sorte. Alors ce ne sont pas les partisans comme en Espagne, ce sont des tribus coalisées, organisées par Abdelkader, mais qui en réalité ont peu d'armement, peu de moyens et qui donc ne cherchent pas l'affrontement. Et donc c'est une guerre d'une population qui est immergée dans les tribus, dans les populations civiles, et effectivement elle fait beaucoup de victimes cette guerre, même si on ne sait pas le nombre, parce que les soldats et la population civile ne sont pas séparés, et c'est ce qui s'était effectivement passé lors de l'épisode des enfumades et d'une emmurade aussi. Il y en a eu 3, ils sont connus, ils sont jugés. Alors il y a aussi eu des massacres, des vengeances.
violences, notamment la tribu l'oasis de Zaracha. Ça s'est passé après, au début du Second Empire, je crois. Là, il y a eu des violences manifestes. Mais si vous voulez, quand une troupe est livrée à elle-même, que les chefs sont faibles, qu'on est très loin de Paris, qu'on pense échapper aux règles de la guerre, bien sûr, toute guerre donne lieu à des horreurs, c'est incontestable. Mais c'est pas la même chose, si vous voulez, qu'un projet idéologique d'extermination. C'est un crime de guerre, mais pas... Et donc, cette comparaison est absolument... inadaptée et même très dangereuse, évidemment, dans le contexte où on la produit en France aujourd'hui. Je voudrais rebondir sur deux éléments concernant l'intervention précédente, parce que oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais il faut faire très attention parce que la colonisation française en Algérie, d'abord, c'est un projet qui n'était pas défini au départ. Il s'est mis peu après en place sous l'influence de l'armée entre 1830 et 1834. L'armée française n'avait pas le droit de faire la guerre en Europe depuis le traité de Vienne. Elle a cherché à la faire ailleurs et elle l'a presque imposée au pouvoir royal. Ça, c'est une chose. Ça n'avait strictement rien à voir, évidemment, au départ avec un projet d'émancipation des Juifs. Ça a été une conséquence annexe, mais au contraire, le gouvernement d'Alger, si vous voulez, si vous lui servez cet argument, il va battre des mains en disant, vous voyez, c'était un projet antisémite ou favorable. Philosémite, oui. Donc, un projet antisémite, d'une certaine manière. Et le deuxième point, c'était concernant la phase finale de la guerre, c'est-à-dire notamment la question de l'esclavage. Qui est venu après, là aussi, c'était pas le but, n'empêche que ça a été une conséquence indirecte. Un petit bémol quand même, parce que l'esclavage a été aboli en Tunisie, dans la régence de Tunis, avant la phase coloniale, dès les années 1840, et c'est effectivement une première dans le monde musulman, absolument inédite. Partout ailleurs, ça s'est fait sous la pression coloniale ou impériale. Ça ne veut pas dire que les Anglais déjà n'avaient pas intrigués puisqu'ils avaient interdit la traite mondiale en 1815. Néanmoins, il faut quand même souligner ce fait parce que la Tunisie, c'est pas très loin de l'Algérie. Merci Pierre Vermeuren, merci Fergan Aziari. On reprend la discussion après une courte pause. C'était important de faire ce détour par l'histoire de la colonisation, puisqu'on voit bien que le passé colonial finalement est souvent invoqué pour expliquer les tensions actuelles entre la France et l'Algérie. On verra si c'est légitime aussi, si c'est la clé d'explication de ces tensions. On en reparle après une courte pause en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec l'écrivain, l'historien et écrivain Pierre Vermeuren, auteur d'une histoire contemporaine de l'Algérie, avec Fergan Aziari, essayiste qui prépare notamment un livre sur l'islam. Fergan Aziari, vous êtes également chroniqueur au Point. Et nous parlons justement de la situation entre la France et l'Algérie, contexte extrêmement tendu, avec notamment l'écrivain Boualem Sansal qui est toujours retenu en otage d'une certaine manière par le régime algérien, avec cette question des OQTF qui ne sont jamais où l'Algérie n'accepte pas de reprendre ses ressortissants, et finalement le gouvernement français qui menace de défaire les accords de 1968. Comment on en est arrivé, Pierre Vermeuren, à une telle montée des tensions, et pourquoi l'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants lorsqu'ils sont en France? Elle ne les fait pas quand c'est d'autres pays. Pourquoi cette attitude envers la France de très grand mépris finalement? Alors je crois qu'il faut revenir un petit peu en arrière, si vous voulez. Parce que l'Algérie, puisque c'est la thématique de votre émission, la guerre d'Algérie est-elle finie, si j'ai bien compris, ou n'est-elle pas finie? Je crois qu'il faut bien revenir pour comprendre que la guerre d'Algérie a été gagnée par l'Algérie sans conteste. Les Français soit ont été chassés, soit sont partis. Toujours est-il que l'armée a fait ses valises en 1964 et que dans les années 60-70, l'Algérie a bénéficié d'un statut très prestigieux dans le tiers-monde pour avoir remporté cette guerre contre une des principales puissances de l'OTAN.
Voilà, le fait était acté par tout le monde et personne ne le remettait en cause. Il s'est passé un événement dramatique à la fin du siècle, dans les années 90, quand l'Algérie a connu la guerre civile. Une guerre civile très meurtrière, très longue, qui a complètement coupé l'Algérie du monde et qui a été vécue par les dirigeants algériens et par les dirigeants de l'armée, non seulement comme un danger extrême, mais comme une humiliation mondiale et notamment aux yeux de la France. D'autant plus que la France était le seul pays à aider l'Algérie. Résultat, quand Bouteflika revient au pouvoir après l'avoir quitté pendant une quinzaine d'années, en 1999, il est élu président de la République pour 20 ans. L'armée est allée le rechercher parce que c'était un acteur très important des années boumediennes. Eh bien, il va transformer le discours algérien et il va utiliser l'adversaire français. Il va remettre la guerre d'Algérie au centre de l'information, et on en est toujours là aujourd'hui. C'est ce qu'on vient de commenter, pour créer un écran de fumée entre, si vous voulez, la guerre civile algérienne, qui a été enfouie sous... D'ailleurs, on n'a même pas le droit de l'évoquer en France, et c'est pour ça que les 2 écrivains sont interdits de séjour en Algérie, voire sont prisonniers en Algérie, parce que c'est le tabou Boualem des tabous. Sansal et Kamel Daoud, effectivement. Ouais. Exactement. Et donc la France, elle est le punching ball, elle est le bouc émissaire, et le retour à la période coloniale, le retour à la violence, le retour à la guerre, le retour à toutes ces explications et à cette criminalisation, même à une nazification de la France coloniale, c'est pour faire oublier aux Algériens, qui n'ont rien oublié, entre parenthèses, la guerre civile et ses conséquences. Et donc c'est une fuite en avant dans laquelle évidemment la France est entraînée, et c'est pour ça que le président Macron, en dépit de tous ses efforts, n'avait aucune chance de pouvoir réconcilier la France et l'Algérie, parce que c'était passé de mode à Alger. Et puis parce que le régime n'y avait pas d'intérêt. Ce qui est intéressant en matière historique, et ce que les Français ne perçoivent pas toujours, ou on s'en souvient pas forcément, c'est qu'effectivement, si je vous écoute, entre 64 et les années 90, la relation entre la France et l'Algérie était totalement pacifiée, et finalement l'épisode de la colonisation et de la guerre digéré par les 2 pays. Écoutez, ça n'a jamais été totalement pacifié parce que les violences sont un passif. Néanmoins, la relation était saine, était normale. Ça fait penser au Vietnam. Si vous voulez, le Vietnam, il y a eu encore plus de victimes que pendant la guerre d'Algérie. La société a été traumatisée et en plus, on a laissé le Vietnam coupé en 2, ce qui a donné lieu à la guerre contre les Américains que l'on connaît. Donc, on pourrait imaginer le même type de relation avec le Vietnam, pas du tout. Et le Vietnam d'ailleurs, et le FLN étaient très proches. Donc oui, c'est une création récente qui remonte maintenant à un quart de siècle malheureusement. Et au lieu d'en sortir, on s'enfonce dedans un peu plus parce que finalement le régime reste arqué sur son seul fait d'armes prestigieux, qui n'est pas d'avoir vaincu les islamistes, et c'est plutôt compliqué à dire pour lui et à assumer, mais d'avoir gagné l'Algérie, la création d'un pays neuf contre la France coloniale, et c'est pour ça que finalement on est un adversaire irremplaçable. Mais vous savez, l'histoire va vite et les Algériens et les jeunes générations sont complètement au-delà, donc c'est un discours qui est essentiellement réservé à l'extérieur et aussi aux élites algériennes, mais qui sont tout à fait au courant de tous ces enjeux. C'est pour ça que ce discours d'ailleurs n'a pas beaucoup de prise en Algérie, mais il est très spectaculaire et il permet d'attaquer la France et d'avoir un rapport, des rapports épouvantables que l'on voit aujourd'hui. Si vous, bien sûr, on peut pas revenir en arrière, mais si vous connaissiez la vie et des dignitaires algériens, et notamment de Bouteflika, ministre des Affaires étrangères, qui vivait dans le showbiz français dans les années 60, jusqu'à la madrague, c'est-à-dire aussi avec des actrices américaines. Enfin, il y avait tout un milieu culturel dans lequel une partie des élites algériennes était immergée. On serait stupéfait aujourd'hui de voir comment ça se passait à l'époque. Et donc, on a du mal à comprendre. Il faut bien comprendre que c'est un usage politique de la mémoire, un usage idéologique, et c'est pour ça que c'est si difficile d'en sortir. Vous avez rappelé d'ailleurs que c'est un usage idéologique, mais que la population algérienne en Algérie n'y est pas forcément sensible, et qu'il ne faut pas confondre effectivement le régime avec la population algérienne en Algérie. On parlera aussi des franco-algériens en France. On verra quel est leur point de vue là-dessus. Peut-être d'ailleurs que la propagande algérienne fonctionne
fonctionne mieux sur notre territoire qu'en Algérie? C'est une question que je vous poserai, mais je vais laisser la parole à Fergan Aziari, puisque vous, dans votre réponse à Jean-Michel Apathy, justement, vous expliquiez plus largement que l'explication du passé colonial de la France, des crimes de la France, n'est pas une explication recevable, justement, pour expliquer les tensions actuelles. Oui, moi je ne l'achète pas. Alors c'est vrai que Monsieur Apathy ne se fait que le disciple de l'école de Benjamin Stora, qui effectivement nous veut. Alors, pour tout dire, être transparent avec nos auditeurs, j'ai eu un coup de fil de Benjamin Stora qui me dit que c'est pas vrai et que c'est pas gentil de le traiter de menteur parce que vous l'avez traité de menteur. Mais je vous laisse mettre de vos paroles. Oui. Disons que Benjamin Stora et les gens comme Benjamin Apathy, Jean-Michel Apathy, excusez-moi pour le lapsus, veulent absolument nous faire croire en effet que les tensions actuelles sont explicables par le passé colonial récent. Écoutez, vous savez, il y a un historien écossais qui s'appelle Edward Gibbon qui disait que l'histoire n'est que le registre des crimes et des folies de l'humanité. Toutes les nations ont subi de leurs voisins, ont infligé à leurs voisins toutes sortes d'atrocités. Les Européens le savent mieux que quiconque. Ils ont passé des siècles à se taper dessus. Ils se sont infligés au XXe siècle des atrocités qui n'ont absolument rien à envier aux conflits et aux crimes coloniaux. Et je remarque simplement que les Français, les Allemands, les Italiens, les Belges, les Néerlandais ne passent pas leur temps à se jeter à la figure. Si la réconciliation franco-allemande a été possible, a priori la réconciliation franco-algérienne devrait l'être. Les Européens ne passent pas leur temps à se jeter à la figure les crimes de leurs ancêtres respectifs. Et mieux encore, c'est précisément sur le souvenir des traumatismes passés qu'ils ont bâti l'intégration politique et économique de l'Europe. Donc on voit bien que sur la base d'un même souvenir traumatisant, on peut adopter plein d'attitudes. On peut cultiver un ressentiment perpétuel et on peut aller de l'avant et en effet plaider pour une plus grande coopération. Et donc la question, c'est pourquoi certaines sociétés parviennent-elles à la réconciliation et pourquoi d'autres sociétés ressentent-elles le besoin de se créer une espèce d'ennemi héréditaire éternel? Et je pense que la réponse à cette question est assez simple, c'est que les élites algériennes ne détestent pas la France pour ce qu'elle a fait, elles détestent la France pour ce qu'elle est. Voilà, c'est-à-dire que si les élites algériennes détestaient vraiment la France pour les crimes incontestables qu'elle a commis, alors quitte à imputer à ma génération, qui est quand même née après la chute du mur de Berlin, les crimes des arrière-grands-parents, alors les Algériens seraient tout aussi intransigeants et impartiaux à l'égard de leur propre passé impérialiste, esclavagiste, et à l'égard de leur propre présent, l'incapacité de l'Algérie à bâtir une société libérale, prospère, débarrassée de la corruption, du despotisme. Et je remarque que les dirigeants algériens s'accommodent de toute cette art, ne s'excusent jamais d'avoir été une plateforme de l'esclavage méditerranéen entre les 16e et 17e siècles avec l'apogée de la guerre de course, ne s'accommode parfaitement de l'état dictatorial de l'Algérie. Et donc tout ça fait dire en effet que l'Algérie déteste la France pour ce qu'elle est. Elle ne supporte pas que la France soit ce pays mécréant qui a en plus l'arrogance de bénéficier d'une prospérité que l'Algérie est incapable de bâtir à ce jour. Et enfin, pour terminer, je pense que l'Algérie en réalité ne conteste pas la colonisation en tant que telle. Elle en veut simplement au fait d'avoir été du mauvais côté de la canonnière. De là à penser que le monde eût été plus civilisé si la régence d'Alger avait initié la révolution industrielle, il y a un pas, à mon avis, que seuls les écervelés franchissent. Merci Fergan Aziari. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, on continue d'explorer cette question. Vous avez dit, Fergan Aziari, il nous déteste pour ce que nous sommes. Est-ce que la question de l'islam joue un rôle dans ces rapports difficiles? On en parle sur Sud Radio dans quelques minutes. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec l'historien Pierre Vermeuren, auteur d'une histoire contemporaine de l'Algérie, avec Fergan Aziari, essayiste qui prépare notamment un livre sur l'islam. Fergan Aziari, vous êtes également chroniqueur au Point. Nous sommes heureux de vous recevoir tous les deux sur Sud Radio. La conversation est passionnante. On a expliqué avant la pause que le passé colonial de l'Algérie, enfin entre l'Algérie et la France, n'était peut-être pas la clé d'explication de la détestation du régime algérien pour la France. Pierre Vermeuren, vous nous avez expliqué qu'il y avait un usage politique de la détestation de la France. Est-ce que la question de l'islam joue, ou de l'islamisme joue un rôle? On sait d'ailleurs que le régime algérien est un régime où il y a une sorte de pacte qui
est fait entre le régime militaire et les islamistes, le pouvoir politique aux uns, le pouvoir économique et politique aux uns, le pouvoir social et culturel aux autres. Est-ce que la détestation de l'islamisme pour l'Occident amplifie peut-être la haine du régime et sans doute de certains Algériens, même si vous nous avez dit que c'était loin d'être la majorité contre la France? On ne pourra pas expliquer cette très très complexe relation en quelques minutes, mais on va essayer de donner quelques éléments de réflexion. Effectivement, vous avez raison de dire que le régime aujourd'hui qui dirige l'Algérie a vaincu le premier djihad international dans le monde arabe, le premier djihad contemporain. Il faut quand même dire que les années 90, on a inventé ce qui allait se passer par la suite en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen, etc. Donc ça, c'est pas une invention dont les Algériens se prévalent. Bien sûr, on peut dire que c'est un héritage lointain ou direct de la guerre d'Afghanistan menée contre les soviétiques et financée par les Saoudiens et les Américains, où ils ont forgé un monstre en quelque sorte, et que ce monstre s'est essaimé ensuite dans le monde arabe à travers des combattants et des guerriers professionnels, et que leur premier terrain de choix était l'Algérie. Donc ils ont vaincu très durement au prix de centaines de milliers de morts et d'un véritable saccage de la société algérienne, ces djihadistes. Et à la suite de cela, Bouteflika a passé un pacte pour sortir de ce conflit. C'est pour ça qu'on est allé le chercher. Et donc il a décrété l'amnésie et l'amnistie. Les crimes de guerre, ni des militaires, ni des policiers, ni des djihadistes n'ont été jugés. On n'a pas le droit d'en parler, c'est un sujet tabou, on n'a pas le droit de l'enseigner, on n'a pas le droit d'écrire des livres, de faire une histoire. Donc ça reste comme un trou béant au milieu de la société algérienne qui a traumatisé les Algériens jusqu'à nos jours, qui a entraîné l'exode de 600 000 Algériens en France notamment, que ce soit d'ailleurs des laïcs francophones ou des islamistes, parce que la France généreuse, à la fin du conflit, a hébergé sur son sol des centaines de combattants islamistes pour les noyer quelque part dans la banlieue parisienne et alléger le fardeau algérien. Donc toute cette histoire, on ne veut pas revenir dessus. On l'a enfoui. D'ailleurs, l'état-major du FIS, le Front islamique du salut, s'était réfugié en France, puis en Allemagne pendant cette guerre civile. Donc c'est une histoire ancienne. Oui, pour ceux qui ont peu de mémoire, pardonnez-moi, je vous coupe, je vais vous laisser développer, mais pour ceux qui ont un peu de mémoire, les premiers attentats islamistes en France, notamment Raled Kelkal, je crois que le métro Saint-Michel, c'était 95, c'était effectivement le Front islamiste du salut. Si on veut être d'une précision d'entomologiste, on dira que c'est le Hezbollah à la fin des années 80 et la République islamique d'Iran qui ont commis les premiers attentats. Mais en tout cas, en provenance des djihadistes arabes contemporains, oui, ça renvoie à la guerre d'Algérie, à la guerre civile algérienne, pardon. Voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère l'islam en Algérie. Elle n'a pas de légitimité islamique, contrairement à la commanderie des croyants au Maroc. Elle n'a pas... et puis quand même, elle a combattu les islamistes avant de se réconcilier avec eux. Et donc, elle est dans une position très complexe. Et finalement, c'est pour ça que l'attaque contre la France, d'une part, contre le Maroc ou contre Israël, ou contre l'impérialisme au sens très large, c'est très pratique en réalité, parce que ça crée des boucs émissaires extérieurs qui empêchent de se justifier aux yeux du peuple algérien et qui permettent aussi, qui font consensus, parce que les islamistes, eux aussi, sont dans la criminalisation de la France, du Maroc, de Israël, etc. Donc il y a là encore des usages politiques. Et pour terminer, ne pas être trop long, mais je vous ai dit que c'était infaisable. Non mais on vous écoute, c'est passionnant. La question, c'est de savoir que l'Algérie gère une grande partie de l'islam de France. L'essentiel des émigrés algériens vivent en France, entre 80 et 90%, ce qui n'est pas du tout le cas pour les autres pays, ni la Tunisie, ni le Maroc, ni le Sénégal, etc. Donc, cette très forte présence migratoire algérienne en France, de millions d'Algériens ou de Franco-Algériens ou de Français d'origine algérienne, le seul moyen pour l'Algérie de garder un contact direct, en fait, il y en a deux. Il y a le lien administratif, d'où la vingtaine de consulats en France qui sont chargés de surveiller,
d'immatriculer, de contrôler d'une manière plus ou moins lâche cette population. Et puis il y a l'islam, le réseau de la mosquée de Paris et ses 700 mosquées en France, dans les grandes mosquées de Lyon et d'autres grandes villes, bien sûr, de Marseille. C'est un réseau tout à fait considérable que le président Macron a essayé de déconnecter un petit peu de l'Algérie, mais sans y parvenir, d'ailleurs, parce que c'est pas un travail qui se fait en 2 ans, c'est un travail qui peut se faire peut-être en 10 ou 15 ans. Et donc cette déconnexion, l'Algérie, elle est totalement hostile, évidemment, parce que c'est le moyen pour elle d'avoir un bras d'influence tout à fait important, non seulement sur sa propre population. Il n'oublie pas, les gens qui dirigent l'Algérie, qu'une grande partie de la radicalisation et du fils, il n'est pas né en Algérie, il est né à l'étranger, il a été importé. Je vous disais que c'était d'Afghanistan, mais l'islamisation, elle a aussi eu lieu en partie en Europe, parce que les musulmans d'Europe, pendant très longtemps, et d'ailleurs encore de nos jours, sont la victime de tous les réseaux de propagandistes islamistes du monde, notamment des frères musulmans, de la République islamique, etc., etc. Et donc, grâce à ce bras islamique en France, ils peuvent surveiller cela, et puis ils peuvent aussi mener une politique d'ingérence et d'influence en France. Et donc, il faut maintenir la diaspora dans un lien direct. Et l'islam est le moyen le plus simple, le plus direct de maintenir ce lien. C'est intéressant. On va laisser parler Fergan, qui a pas beaucoup parlé dans cette partie de l'émission, mais je voulais vous faire rebondir parce que on est en pleine polémique sur les imams qu'on fait venir d'Algérie pendant le Ramadan. Est-ce que c'est une polémique stérile, un peu comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, ou est-ce que c'est justement un des éléments de ce que vous décrivez, d'une forme d'ingérence étrangère en France? Et en plus, est-ce que c'est cet islam qui vient d'Algérie, qui est contrôlé par l'Algérie, est-ce que c'est un islam totalement modéré et compatible avec la République française, ou c'est un islam islamiste comme il est majoritaire, ou en tout cas comme il a beaucoup de poids en Algérie? La mosquée de Paris, ça a été la première mosquée de France, construite en 1926 à Paris, à l'époque coloniale, pour honorer les combattants musulmans marocains morts dans la Grande Guerre. À l'indépendance, enfin à partir du moment où le Maroc est indépendant, cette mosquée est confiée à des Algériens pro-français. Et il faut attendre l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 pour que François Mitterrand donne la responsabilité de cette affaire à Gaston Defferre, et que Gaston Defferre finalement la confie à l'Algérie. Et depuis 1982, je crois, la mosquée de Paris est directement financée et dépend directement. D'ailleurs, elle est considérée comme un territoire extraterritorial. Elle bénéficie du privilège d'extraterritorialité parce que c'est comme une ambassade ou un consulat d'Algérie en France. Ça, il faut quand même le souligner. Et elle est financée directement par Alger. Alors, il se trouve que le président Macron, et c'est dans ce cadre-là donc que la venue d'imams permanents qui sont des fonctionnaires algériens, des imams fonctionnalisés en Algérie qui s'installent en France pour une période de 4 ans, et puis pendant le Ramadan, un adjuvant d'imam temporaire. Ce système est ancien, il remonte à une 30aine d'années, et il a été remis en cause par le président Macron. Dans le cas, après le vote de la loi sur la déradicalisation, la France a voulu couper les liens entre ce qu'on appelle les islams consulaires et la République française. Sauf que la République française, elle n'a rien à proposer en termes de formation d'islam, en termes de financement de mosquées, etc. Et donc finalement, elle a interdit la venue des imams depuis 1 an et demi, des imams algériens et aussi marocains et turcs pour une durée longue. Et on essaye de réfléchir au niveau de l'État à savoir comment les remplacer. La question des imams consulaires, je pensais, moi, qu'elle était associée à cela. Manifestement, c'est pas le cas. Mais si vous voulez, au-delà des polémiques qui parsèment la vie politique, bien sûr, dans le contexte qui est celui-là, la question est entière de savoir comment la communauté musulmane de France, qui est très importante, qui est soumise à des influences nationales des pays d'origine, qui est directement co-gérée soit par le Maroc, soit par la Turquie, soit par l'Algérie, peut fonctionner d'une manière autonome. Et c'est là qu'il y a des grandes réflexions au sein de l'État, que tout le monde se gratte la tête, que personne ne sait comment faire, et ça donne lieu donc pour l'instant, on est dans du bricolage, où des solutions anciennes perdurent, où des solutions anciennes sont à moitié abandonnées sans vraiment l'être. On a parlé récemment de la question
du financement basé sur le halal. Pourquoi est-ce qu'il y a ce financement? Parce que la France a interdit à l'Algérie de financer directement la mosquée de Paris, qui du coup a trouvé un moyen de substitution. L'Algérie a demandé que la mosquée de Paris bénisse en quelque sorte ou valide la halalisation des produits exportés en Algérie, et ça devient la ressource de la mosquée de Paris. Tout ça est du bricolage, tout ça est provisoire, mais on est dans un moment, évidemment, avec la crise diplomatique franco-algérienne, c'est le pire moment pour régler ces problèmes et pour en parler avec sérénité, ça ne fait aucun doute. Merci Pierre Vermeuren. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission. Je laisserai davantage la parole à Fergan Azeri. C'était passionnant en tout cas. Je voudrais que dans la dernière partie de l'émission, on parle également de Boualem Sansal. On a une pensée pour lui, évidemment. On en parle après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Pierre Vermeuren, historien, auteur d'une histoire de l'Algérie contemporaine, et avec Fergan Azeri, chroniqueur au Point, auteur de nombreux essais. Vous préparez, Fergan Azeri, un essai autour de l'islam. Avant la pause, on parlait avec Pierre Vermeuren du lien finalement entre l'islamisme et la position du régime par rapport à la France, de l'influence également islamiste via l'Algérie en France. Est-ce que ça explique bien plus que le passé colonial finalement cette détestation du régime pour la France? Écoutez, moi j'en suis convaincu. Quand on parle de fracture coloniale, on a quand même un point de vue qui est très algérocentré. L'immigration algérienne n'est pas la seule immigration coloniale que nous connaissions. Il y a aussi l'immigration qui est issue de l'ancienne Indochine, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et on remarque que cette immigration-là affiche beaucoup plus de signes d'adhésion aux valeurs françaises que l'immigration issue du monde arabo-musulman. Et par ailleurs, à ressasser sans cesse le passé colonial, on a aussi une vision très franco-centrée du problème, qui occulte le fait que tous les pays européens qui accueillent d'importantes communautés musulmanes, y compris celles qui n'ont pas de passé colonial dans le monde musulman, je pense aux pays scandinaves, sont confrontés exactement au même problème d'intégration, au même problème d'adhésion aux valeurs locales, d'adhésion aux valeurs dites libérales, républicaines. Et donc, c'est pas un problème qui est franco-français. Donc, je pense qu'on gagnerait à défranciser le débat et à ne pas être dans une approche franco-centrée qui, je pense, en tout cas, obscurcit notre perception du problème. C'est un problème qui concerne toutes les sociétés occidentales. Ce qui est intéressant aussi dans intéressant et inquiétant dans cette relation extrêmement tendue, on voit bien que la France a eu du mal à réagir, que jusqu'au bout le président de la République essaie de calmer le jeu. Là, il n'y aura pas de démantèlement des accords avant quelques semaines, si ça a lieu, puisqu'on explique qu'on fait un audit, etc. Donc on essaie de pacifier les choses. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a une crainte par rapport à la diaspora? Vous évoquiez les problèmes d'intégration, de violence qu'on pouvait avoir. On a l'impression que ce discours anti-français de l'Algérie a un écho très fort en France. On a pu le voir, ne serait-ce qu'à l'occasion de certains matchs de football, où certaines manifestations de joie par rapport aux victoires de l'Algérie se transformaient parfois en manifestations de haine à l'égard de la France. Ce qui est certain, c'est comme l'a rappelé en effet Pierre Vermeuren, l'Algérie, mais aussi les États du Maghreb de manière générale, n'ont jamais fait mystère de leur volonté de saboter l'intégration de leurs ressortissants sur le sol français et européen. Cette canalisation, ce contrôle passé par toutes sortes d'institutions consulaires, des associations comme l'Amicale des Algériens d'Europe, qui a longtemps été effectivement un moyen privilégié pour contrôler les Algériens, punir aussi les Algériens récalcitrants, exercer une pression sur les diasporas qui seraient attirés par le mode de vie occidental et mettre au banc cette frange minoritaire en effet de la population algérienne. Là où je voudrais peut-être introduire un tout petit bémol sur ce qui a été dit, je ne pense pas qu'il faille infantiliser la diaspora algérienne. On a dit tout à l'heure que la diaspora subissait les influences de l'islam et de l'islam radical, qu'elle subissait tous ces courants. Je pense aussi qu'il faut responsabiliser cette diaspora et dire qu'elle a une part de responsabilité dans les problèmes que nous connaissons. C'est-à-dire que moi je suis frappé de voir par
par exemple qu'on a une population algérienne qui est en France depuis maintenant un siècle quasiment. On recense de l'immigration algérienne depuis au moins 1920. Et je remarque que cette diaspora n'est le terreau d'aucune initiative politique et associative d'ampleur pour dénoncer la corruption et pour œuvrer à la démocratisation du régime algérien. Et de ce point de vue-là, j'aime bien faire un parallèle. Alors on va peut-être me le reprocher avec l'histoire des Juifs d'Europe. Les Juifs d'Europe au 19e siècle ont fondé par exemple l'Alliance israélite universelle. Alors il n'y a peut-être pas d'association, mais justement ça permet d'en parler. Il y a quand même des figures. Boualem Sansal en était une. Alors il le paye très cher. Kamel Daoud, même s'ils ont pris la nationalité française depuis peu. Donc c'était simplement pour apporter un peu de nuance dans votre propos. Vous avez raison, mais ce sont des figures qui sont isolées. Kamel Daoud a dû s'exiler, a dû partir de l'Algérie, donc c'est bien la preuve en effet qu'il n'était pas en sécurité dans son pays natal, et ce sont eux les véritables patriotes en réalité. C'est-à-dire qu'on insulte ces gens-là, ces figures, ces militants d'être des traîtres à leur pays, alors qu'en réalité ce sont eux les véritables patriotes qui ne s'accommodent pas de l'état lamentable dans lequel est plongé leur pays natal, qui ne s'accommodent pas des institutions dictatoriales, qui ne s'accommodent pas de l'obscurantisme qui gangrène de manière générale le monde arabo-musulman. Il est quand même assez désolant de voir à quel point ces figures sont isolées et peinent à mobiliser derrière eux une diaspora qui les soutiendrait. On a l'impression parfois que Kamel Daoud et en effet Boualem Sansal ont une audience essentiellement auprès d'un public français, et moi je suis le premier à me désoler de cela, parce que je peux aussi faire le parallèle avec d'autres types d'immigration. Moi, il se trouve que mes parents sont originaires des Comores, on a le même problème, c'est-à-dire que les Comores c'est un pays autoritaire, on a une importante diaspora comorienne en France et on ne recense aucune initiative politique d'ampleur pour tenter de réexporter dans le pays de nos parents les recettes occidentales qui ont permis aux pays européens de connaître le succès qu'ils ont. On n'a pas beaucoup de temps. Je voulais vous interroger, Pierre Vermeuren, sur effectivement les accords de 1968. On voit que le gouvernement français agite la menace de démanteler ces accords. Est-ce que ça vous paraît être une stratégie politique de rapport de force intéressante, susceptible de faire bouger l'Algérie, ou pas du tout? Et pourquoi ces accords sont aussi importants pour l'Algérie? Écoutez, l'Algérie, en dépit de tout ce qui a été dit et en dépit des imprécations anti-françaises, le personnel politique algérien, en tout cas qui dirige l'Algérie, s'honore d'avoir une relation unique et exclusive et particulière avec la France. Voilà. Et ces accords de 68, ils sont l'héritage des accords d'Évian, et ils sortent les Algériens du lot commun de l'immigration. Même si à l'arrivée, ça n'est pas fondamental, mais ça permet quand même à l'Algérie de représenter le premier contingent migratoire en France et peut-être de représenter un tiers de l'immigration algérienne en France au total. Donc c'est un avantage pour le régime algérien, c'est un avantage pour la population algérienne à qui on peut faire miroiter le droit d'émigrer en France. Donc revenir sur cet accord, c'est contrecarrer effectivement une partie du récit idéologique algérien. C'est évidemment la création d'un rapport de force absolument inédit par rapport à tout ce qui a été fait auparavant. Ce n'est pas non plus une révolution exceptionnelle. On a vu que le ministre des Affaires étrangères algérien, évidemment, refuse absolument ce diktat. Mais c'est le principe d'un rapport de force. Il faut juger d'une politique à ses fruits. Il faut juger d'une politique dans le long terme. Pour l'instant, on en est à des discours. On en est à des mesures réversibles. On se rappelle de la mesure de suspension de la moitié des visas organisés il y a 3 ans par la République française. Ça n'a pas tenu plus d'1 ou 2 mois. Et donc dire que ça n'a pas fonctionné, c'est stupide, parce qu'on ne peut pas savoir comment fonctionnent les choses si on ne les maintient pas en place. Donc voilà, c'est un bras de fer très compliqué. Moi, je pense qu'on ne connaît qu'une partie du débat. Il y a des choses qui se passent en dehors des micros et il y a tout le non-dit des relations diplomatiques. De la diplomatie, oui. De la diplomatie, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, c'est difficile de juger avec une seule partie des éléments, mais clairement, c'est un tournant qui est manifeste, qui est important et qui, oui, est susceptible de faire bouger Alger à long terme. Il faut rappeler que la véritable raison, c'est la question des OQTF, qu'Alger refuse de les reprendre. Il y a 70 000 OQTF, je crois, algériens, 60 à 70 000 OQTF algériens en attente en France. C'est donc une affaire capitale pour la sécurité et pour l'État
pour la République française en réalité. Alger fait comme si de rien n'en était. Voilà, chaque État doit faire entendre ses besoins, ses exigences. Il n'y a pas de raison de se soumettre. On ne fait pas la diplomatie et la politique d'un État en fonction de souvenirs. Hein. C'est souvent les réalités géopolitiques du moment, la sécurité nationale. Après tout, si Boualem Sansal est en prison, c'est parce qu'il aurait menacé la sécurité nationale en Algérie. Et donc, si effectivement ces accords de 68 devaient être suspendus, c'est aussi pour préserver la sécurité, l'intégrité ou l'insécurité de la France. Bon, voilà, donc après, il y a beaucoup de mots, beaucoup de paroles. On verra aux actes et on verra si les Algériens, effectivement, qui n'ont pas grand-chose finalement à offrir à la France dans ce deal, comme dirait l'autre, j'allais dire, qui n'ont pas grand-chose à offrir, mais la France, elle a beaucoup à donner. Donc elle peut négocier, elle est en position de force. Je reviens juste d'un mot sur la diaspora dont vous parliez, parce que c'est quand même le sujet très important. Alger ne veut pas perdre le contrôle d'une partie de cette diaspora, et les Algériens qui ont quitté leur pays, qui ont claqué la porte de leur pays pour plein de raisons, ils disparaissent dans la société française et ils ne sont plus à demander des comptes à Alger, ils ne s'intéressent plus à la société algérienne. Je pense que la majorité des Algériens en France sont dans ce positionnement, sont dans une très vieille histoire. Ils ont tourné la page de leur pays et bien sûr, c'est quelque chose qu'Alger ne veut pas entendre, mais c'est aussi pour ça qu'ils s'enfuient. Et puis ils savent que si on s'intéresse de trop près aux affaires algériennes, surtout quand on est algérien ou franco-algérien, on prend des risques considérables. Et qu'il y a eu des violences, il y a eu mort d'hommes dans les dernières décennies. Et donc finalement, certains se disent après moi le déluge, ce n'est plus mon pays, c'est le pays de mes ancêtres. Je tourne la page. Et évidemment, ça n'aide pas à régler les problèmes, mais on comprend très bien. C'est comme tous les gens qui ont fui en Amérique au 19e siècle, ils ont claqué la porte derrière eux. C'était pas passionnant, on pourrait encore parler longtemps. C'est vrai que beaucoup ont claqué la porte derrière eux, mais beaucoup aussi se revendiquent, une partie en tout cas de la jeunesse se revendique de l'identité algérienne. Ça pourrait faire le thème d'une émission en soi. En tout cas, merci à Pierre Vermeuren et merci à Fergan Aziari. Je vous laisse avec les informations et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Dans toute vérité. À bientôt.